Bonsoir à tous et merci de terminer la semaine de travail avec nous sur le grand rendez-vous. Alors pour ce numéro annonciateur du week-end, nous aurons trois personnes ressources, un défenseur de l'environnement, un jeune sociologue et bien sûr un promoteur de plateformes de vente de musique en ligne. Nous allons donc ouvrir les trois plateaux sur lesquels nous aurons bien sûr ces trois personnes ressources juste derrière la météo. C'est le grand rendez-vous. Les défenseurs de l'environnement pensent déjà à l'après-suspension de l'entreprise chinoise auteur de crimes écologiques à Logosokhay, un représentant des initiateurs de cette campagne sur nature et bien-être dans un instant. La démocratie, un outil au service du développement, un système pas très connu de la jeunesse, pourtant invité à prendre en main la destinée de leur communauté respective. L'expert nous dira tout à l'heure les raisons de l'implication des jeunes dans un système démocratique, dans le fonctionnement d'un système démocratique au Bénin. Nous parlerons bien évidemment de vente de musique en ligne sur Horizon Culture. On va faire un focus spécial aujourd'hui sur comment se gère bien sûr les droits d'auteur dans un système de vente de musique en ligne. On va répondre bien sûr à cette question dans un instant. Messieurs et dames, retrouvez tout à l'heure Nadège Sani sur le journal. Ce sera à 19h45, mais pour le moment, elle est déjà présente pour les titres. Bonsoir Nadège. Bonsoir Sim Gaba. Dans un instant, on va vous retrouver, je dirais, dans moins de 45 minutes exactement. Mais dites-nous déjà quel est le menu principal de cette édition de 19h45. Merci à vous, Asiom. L'économétrie et le développement sont intimement liés. La Société africaine de l'économétrie se propose de mettre ses compétences et son savoir-faire au service du développement du Bénin. La lutte contre la corruption, le Bénin est décidé à éradiquer le phénomène dans l'administration publique. Des réformes sont envisagées. Et la mise en œuvre de ces réformes permettra donc de rendre plus performante l'administration béninoise. Et puis l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables est une réalité depuis près de 3 ans maintenant. À l'université d'Abomey-Calavi, le vote récent de cette loi est venu renforcer la décision des autorités rectorales, nous dira Clotaire avec vous. Merci beaucoup à vous pour l'annonce du menu de ce 19h45. Le grand rendez-vous va ouvrir à présent ses plateaux. En tout premier, nature et bien-être.
Alors, qu'est-ce qui va donc se passer juste après la suspension de l'entreprise chinoise auteur de crimes écologiques à Logozokéré? On va répondre à cette question dans un instant avec l'aide de l'invité de Amandine Aniambossou sur cette rubrique Nature et bien-être. On va suivre tout d'abord ce reportage, je dirais même un compte-rendu qui nous présente en fait la situation à Logozokéré, présentée par les autorités béninoises. L'usine Yuken International, qui est à Logozokéré et qui défraie la chronique. Elle a été construite en 2002 sur une superficie normalement de 10 hectares, mais l'usine est pour le moment installée sur 5 hectares. Elle a démarré ses activités en 2003 dans le cadre de l'appui du gouvernement chinois au projet de développement de la filière du manioc qui a été initié par notre pays en 2001. Logozokéré, comme vous le savez, se trouve dans la commune de Savalou. Ce projet de fabrication d'alcool à base de cossettes de manioc n'a pas été soumis à l'étude d'impact environnemental et social. L'activité principale de cette usine est la transformation de cossettes de manioc en alcool avec l'ajout de quelques enzymes et levures dont il nous est difficile pour le moment de connaître la nature exacte, puisque les promoteurs ne nous ont pas laissé la main. Normalement, cette usine devrait réaliser une étude d'impact environnemental et avoir un certificat de conformité environnementale, ce qui n'a pas été le cas. Voilà pourquoi, dès que nous avions appris et on a reçu des plaintes, on les a soumis aux audits. À travers ce point de presse, le ministère du Cadre de vie et du développement durable veut rassurer les citoyens de la veille environnementale en place dans notre pays pour l'assainissement de notre cadre de vie. Nous tenons à dire à nos populations que les tests réglementaires, les outils sont mis en place et sont en cours de renforcement pour garantir, suivant les articles 27, 28 et 29 de notre Constitution, un environnement sain à chaque citoyen. Un compte rendu de Lazare Migan. On revient en plateau, on se pose la question à écouter bien sûr les autorités béninoises, on se demande s'il n'y a pas beaucoup d'autres usines ou beaucoup d'autres entreprises qui se sont installées au Bénin sans faire cette étude d'impact environnemental. Sincèrement, parce que dit devrait. Nous, ça nous étonne. Bonsoir, M. Sabo. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. Vous étiez à Logozokéré et vous avez vécu les réalités de cette population qui est vraiment est attaquée par les déchets de cette usine chinoise. Oui. On va revenir à vous dans un instant pour que vous nous expliquiez en réalité ce qui va se passer après. Bonsoir, Amandine Aniambossou. Bonsoir à vous, Assirou Daba. Il est question aujourd'hui d'analyser, d'entrevoir en réalité la suite de cette campagne. Et voilà, on avait déjà commencé par en discuter depuis lundi. Monsieur Patrice Sabo, dites-nous déjà quelle est la réglementation en matière de crimes écologiques au Bénin. Voilà. Avant tout propos, je voudrais vous féliciter et vous remercier parce que c'est grâce à vous que l'écho de ce qui se passe à Logozokéré a pu s'étendre à toutes nos autorités et à toutes les populations qui ont commencé par s'émouvoir et se poser la question pour dire lorsque ce sera votre tour, qu'est-ce qui va se passer? Donc il faut vous féliciter pour ça. Merci beaucoup. Il faut féliciter aussi le gouvernement parce que depuis 2003, après l'association de différents pouvoirs, ce n'est que maintenant que nous avons appris qu'il y a une décision de suspension, même si elle n'est pas suffisante. La prochaine étape, ou bien les prochaines étapes, dépendront de l'autorité encore. Parce que le lac Clou est du domaine de l'État. Si on doit porter plainte, c'est l'autorité compétente qui est l'État, notre gouvernement, qui doit le faire. Nous devons nous contenter de sonner la lettre jusqu'au moment où les choses se réalisent. Mais lorsqu'on dit qu'on suspend, les déchets sont toujours là-bas. Rien n'a bougé. Et les mêmes dégâts continuent de se produire. Comment ça? Oui. Puisqu'on a fermé l'usine, il n'y a plus de déchets qui... Voilà, donc on a fermé l'usine. Oui.
fermer l'usine ne suffit pas. Parce que la loi cadre dont nous disposons aujourd'hui, ils n'ont fait qu'appliquer que l'article 48 qui parle de la pollution de l'air. Dans ce cadre, on peut suspendre. Mais à la fin, cet article dit même que l'autorité, c'est-à-dire le ministère, doit tout faire pour corriger la situation et faire payer les frais par la société en cause. C'est ça qu'on a dit. L'article 48, c'est ici. On peut vous le lire. Oui, allez-y. Voilà. On dit, lorsque les personnes responsables d'émissions polluantes dans l'atmosphère au-delà des normes fixées par l'administration n'ont pas pris de dispositions pour être en conformité avec la réglementation, le ministre leur adresse une mise en demeure à cette fin, après avis technique de l'agence. Nonobstant les poursuites pénales éventuelles, la mise en demeure doit être exécutée dans le délai imparti ou d'office en cas d'urgence. Le ministre peut, conformément aux lois et règlements, suspendre le fonctionnement de l'installation en cause et ou faire exécuter les travaux nécessaires aux frais du propriétaire. Voilà. Donc, ils n'ont appliqué qu'une partie de l'article 48. Peut-être que la suite a été... Oui. Est-ce que vous pensez que ça va venir? Est-ce que le... Bon, nous, notre cri, c'est d'amener les autorités jusqu'au bout. Ils ont l'opportunité de le faire maintenant. Ce n'est pas fini. L'article 72 dit autre chose. Et va plus loin. L'article 72 de la même loi nous dit ceci. Vous voyez? Lorsque les déchets, ça c'est par rapport aux déchets. Voilà. Ce que je viens de dire, c'est par rapport à l'air. Parce qu'on vous a dit que là-bas, à partir d'une certaine heure à l'ogozoraire, on n'arrive plus à respirer. L'article 72 dit ceci, par rapport aux déchets. Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux dispositions des textes en vigueur, le ministre procède d'office à l'élimination des dits déchets sans préjudice des poursuites pénales prévues par ailleurs. Les frais y afférents incombent aux auteurs sans préjudice des poursuites judiciaires. Et par rapport aux poursuites judiciaires, c'est le procureur de la République de Savalou qui doit pouvoir s'autosaisir. La loi lui donne le pouvoir mais la fermeture de l'usine, c'est déjà un grand pas qui a été effectué. On salue ça. Oui. Mais les déchets sont toujours là. Les populations continuent de souffrir. On n'a pas déplacé les populations, on n'a pas déplacé les déchets. Les mêmes causes continuent de produire les mêmes effets à Savalou, au moment où je suis assis ici, depuis qu'on a dit qu'on a suspendu. Ça veut dire que les déchets sont encore dans le lac Clou. Il faut dépolluer le lac. Il faut enlever totalement. Sinon, ce qui va se passer, vous savez, vous voyez, là, ils ont cité l'article 27 et 28. Oui. Stockage, manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi. L'article 29 dit le transit, l'importation, le stockage ou des polluants, tout ça là, constitue un crime contre la nation. C'est notre constitution qui le dit. C'est un crime. Et on ne peut pas permettre que notre République soit seulement une République de loi. Ça doit être une République de respect des droits. Parce que lorsque c'est seulement une République des lois, ceux qui ont beaucoup d'argent sont capables de ne rien respecter. Et c'est les petits qu'on frappe. Vous savez qu'ici, on a décrété un système de pollueurs, payeurs, et les émigrants, on les poursuit. Même si tu as une voiture qui vient de l'au-delà, là, on dit c'est... Et on a mené des machines pour faire payer des taxes aux gens à Cotonou. Mais pourquoi là-bas, on tue des gens? Je vais vous rappeler l'histoire. En Côte d'Ivoire, en 2006, septembre 2006, vous avez entendu de l'histoire de Kropo Kuala. C'est un navire d'origine grecque affrété par une société néerlandaise pour aller chercher des déchets toxiques au Nigeria. Et ils ont déposé plus de 580 tonnes de déchets en Côte d'Ivoire. C'est 6 ans après, c'est-à-dire c'est en 2011 qu'on a su exactement ce qui s'est passé. Et l'État ivoirien s'est opposé à toute enquête. C'est une enquête internationale qui a montré les dégâts. 17 personnes sont décédées.
Il y a plus de 43 000 victimes contaminées, intoxiquées par ces déchets-là. Mais on les a condamnés à payer, à réparer les dommages. Pourquoi pas ici? Ça va se faire, nous monsieur disons Sabo, qu'on doit le faire. Oui. Le président qui est là, il est un grand garçon. Parce que les Chinois ont voulu le voir. Il a commencé par se prononcer. Nous l'encourageons à aller plus loin. Et nous sommes prêts à l'aider pour que ça se passe. Selon vous, M. Sabo, comment il faut dédommager les populations? Non, ce n'est que par la loi. Il faut évaluer les dégâts. Sans évaluer les dégâts, on n'est pas responsable. Est-ce qu'on a, le mécanisme pour pouvoir évaluer tous les dégâts causés? On a dit, la Constitution a dit que c'est un crime contre la nation, c'est aussi un crime contre l'humanité. Oui. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est Amnesty International qui a mis tous les moyens pour qu'on aille faire les enquêtes avec les statistiques pour convaincre cette société néerlandaise à assumer tous les dégâts. Et ils l'ont assumé. Vous avez entendu qu'on a donné des milliards pour dédommager les populations. C'est possible ici. Et si le président Talon nous écoute, il doit savoir qu'il est possible pour lui de le faire. Il n'a pas besoin de sortir l'argent de l'État. Il fait appel à l'international et on peut venir en aide au Bénin pour donner une fois cette leçon c'est unique aux Chinois. On ne parle pas des Chinois parce que c'est des Chinois. Même si c'est des Béninois qui sont dans la même situation. Parce qu'il y a d'autres usines qui sont réellement dans le cadre. On va les traiter de la même manière. Ce n'est pas parce qu'ils sont chinois qu'on parle ici. C'est parce qu'ici, il y a crime contre l'humanité. Il y a crime contre l'environnement. Maintenant, selon vous, est-ce qu'il faut rester sur cette position? L'usine sera définitivement fermée ou bien les mettre en règle, puisque après tout, c'est une source d'emploi et ça régénère des revenus pour le Bénin et pour... C'est comme si vous étiez à Logoséré avec nous le jour où on était en audience publique avec les populations et les autorités. Je vous assure, les populations n'ont rien contre l'usine. Voilà. Les femmes ont dit, nos enfants travaillent là-bas, nos maris travaillent là-bas. Notre problème, ce n'est pas qu'on ferme l'usine. Nous voulons que, tout en nous respectant, et en respectant notre cadre de vie, oui, que l'usine commence par fonctionner. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc ça veut dire qu'ils sont lucides. Les populations de Logoséré sont vraiment lucides et savent ce qu'elles recherchent. Pourquoi ne pas les accompagner? Voilà, vous avez bien dit. Donc c'est ça, notre but, ce n'est pas de fermer, c'est de corriger ce qui doit être corrigé et de corriger le cadre de vie et de rassurer les populations dans le cadre de vie. En tout cas, ça doit faire exemple en réalité. Il faut donner cet exemple. C'est comme ça. Moi, je pense que le fait, ce n'est pas qu'on a violé des relations internationales, des trucs diplomatiques. Non, du tout. Même dans les pays, en Chine, les gens respectent l'environnement. Il paraît que, moi je n'ai jamais été là-bas, que c'est un pays propre, nickel, tout ça là. Donc, s'ils sont nickel là-bas, ils n'ont qu'à essayer de nous aider aussi. Et quelles sont vos actions futures pour offrir un environnement sain aux populations? Actuellement, nous devons continuer à aider le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement maintenant qui doit tout faire, à l'accompagner pour que ça se fasse. Les statistiques, l'évaluation des dégâts au niveau sanitaire, au niveau environnemental, c'est important. C'est après avoir fait ça qu'on saura qu'est-ce que tu as fait, ça coûte combien et comment on va dédommager. C'est ce que nous devons vraiment accompagner le gouvernement à faire désormais, mais on les encourage par rapport à la suspension qui est pour le moment insuffisante. Merci beaucoup à vous, M. Sabo, pour tout ce que vous accomplissez. On l'apprécie en tout cas. Merci infiniment. En tout cas, moi, je suis accompagnateur de ce mouvement, de cette campagne. Je m'engage en tout cas à être avec vous, puisque quand on parle d'environnement, c'est toute la nation qui est donc impliquée, qui est concernée. Vraiment. Merci beaucoup à vous, M. Sabo. À très bientôt. Merci à Madina Niambossou. On se retrouve lundi. Lundi, voilà, pour un autre sujet certainement, ou une autre série. Toujours dans la lutte de la communication, la préservation vraiment de l'environnement. La suite du grand rendez-vous, ce sera avec l'ESPER. Avec lui, nous parlons de démocratie. Il faut que le peuple s'exprime, c'est vrai, mais il faut également assurer une durabilité à ce concept, à ce système, à ce système politique en réalité. Donc c'est de cela que nous allons parler avec l'ESPER.
Merci de nous retrouver avec l'ESPER, la démocratie, un outil au service du développement, un système pas très connu de la jeunesse, pourtant invité à prendre en main la destinée de leur communauté respective. L'ESPER nous dira les raisons de l'implication des jeunes dans le système démocratique. Il a pour nom Benito Kupongoussi, il est chargé de programme Business Entrepreneuriat au BYAA, Benin Yali Alumni Association. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Assio. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir nous parler de démocratie. Quand on dit démocratie, comment est-ce que vous la définissez? C'est très simple. Il faut d'abord partir de l'étymologie du mot démocratie. Il faut dire simplement que le mot démocratie vient du mot grec démocratia, qui est formé de demos, et qui veut dire peuple, et puis de kratos, qui veut dire pouvoir. Donc, alors, la démocratie, en un mot, se résume en un régime politique où le peuple détient le pouvoir, de façon collective, bien sûr. Et cela voudra dire que le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Le gouvernement du peuple par le peuple. On gouverne le peuple par le peuple. Par donc, le peuple. ça veut dire que ce sont les idées du peuple qui sont pris en considération au niveau donc, des programmes d'action. Bien évidemment. Mais en quoi est-ce que la démocratie participe-t-elle au développement? D'abord, la démocratie, c'est le moteur du développement, d'abord. Et puisque, comme je viens de le dire, c'est le peuple lui-même qui décide de ce qu'il veut. D'abord, c'est le peuple même qui élit ses dirigeants et qui décide de ce qu'il veut en fonction des objectifs fixés. Et le gouvernement en retour, ou les élus en retour, n'ont qu'à simplement prendre les décisions ou la vision de ce peuple-là, à les transformer maintenant en programme d'action du gouvernement et à les implémenter pour impacter durablement ce peuple-là. Ce peuple-là, donc ça veut dire que quand on donne la voix au peuple, quand on donne le pouvoir au peuple, c'est le peuple qui, en quelque sorte, sert de boussole, d'orientation. Voilà. Bien évidemment, c'est comme on dit, tu ne peux pas faire mon développement ou du moins mon bien-être sans moi, ou du moins la jeunesse aujourd'hui dit, une décision prise sans la jeunesse, de façon impliquée, est contre la jeunesse. Donc, cela aussi rejoint le peuple en général. Tu ne peux pas vouloir diriger un peuple que tu ne maîtrises pas, dont tu ne connais pas les besoins. Voilà. Alors, est-ce que c'est pour cela qu'au niveau, bien sûr, de Benin Yali Alumni Association, le BYAA, vous avez décidé d'éclairer la jeunesse sur les paramètres de la démocratie? Bien évidemment, il faudrait d'abord revenir à la base de cela. Il faut dire que le Benin Yali Alumni Association, c'est une association des anciens boursiers du programme Yali, le programme qu'a initié le président Obama en son temps. Oui. Donc aujourd'hui, le Benin Yali Alumni Association impacte de façon ou d'une autre et la jeunesse et la population entière. Et aujourd'hui, lorsqu'on décide de travailler ou d'aider la jeunesse et que nous formons à comprendre ce qu'est la démocratie, c'est parce qu'on a tout simplement constaté beaucoup de choses. Et quand je dis beaucoup de choses, on ne sait pas vraiment c'est quoi la démocratie, on ne sait pas c'est quoi l'état de droit. Et c'est important pour cette jeunesse-là qui est en majorité de façon proportionnelle, quand on regarde les pourcentages, constitués la population béninoise, on se dit voilà, qu'il est quand même important d'outiller cette jeunesse-là à savoir comment désormais œuvrer à travailler ou accompagner le gouvernement à pouvoir impacter durablement la population. La population. Alors, c'est cela que vous avez dénommé en atelier, les ateliers de la démocratie, c'est oui, ça? Les ateliers de la démocratie, merci quand même de revenir sur ça. Je crois que j'aurai le temps de détailler ça. Il faut d'abord dire que c'est un programme, ou du moins c'est une initiative de l'ambassade des États-Unis, et puisque le BYAA est un enfant chéri, si je peux le dire ainsi, de l'ambassade des États-Unis. Nous avons porté le projet et nous implémentons le projet avec l'ambassade. Et ce projet, comme vous l'avez dit, est dénommé ADEMO, Atelier de la démocratie, qui va bientôt démarrer
et je crois bien vous serez de la partie. Bon, on espère bien y être sans beaucoup de difficultés, avec beaucoup de joie, en fait, pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement d'un système démocratique. Et quels sont les modules sur lesquels vous aurez donc à insister au cours, bien sûr, de ces ateliers-là? D'abord, les ateliers de la démocratie sera un atelier de plein, du moins c'est, comment je vais le dire, plein de couleurs. Et quand je dis plein de couleurs, il faudrait dire qu'il y a beaucoup de panels, beaucoup de notions qui seront abordées. Et ces notions-là sont bien sûr hiérarchisées en ateliers. Donc le premier module est de comprendre la Constitution et l'interaction du citoyen avec la Cour constitutionnelle. Donc, le premier jour de... Alors, comment est-ce que le citoyen va donc collaborer avec la Cour constitutionnelle? Là, il faut donc comprendre d'abord cette institution qu'est la Cour constitutionnelle. Bien évidemment. Et donc, on fera un focus sur les différentes institutions du Bénin, du système démocratique béninois. Exactement. Donc, tel que j'étais en train de le dire, nous aurons le premier module comprendre la Constitution et l'interaction du citoyen avec la Cour constitutionnelle, comprendre le fonctionnement du pouvoir exécutif et l'interaction du citoyen avec le président de la République et son gouvernement. Et le troisième module qui sera au troisième jour, comprendre le fonctionnement du pouvoir législatif et l'interaction du citoyen avec le Parlement. Le quatrième module, comprendre le fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'interaction du citoyen avec les cours et les tribunaux. Et le cinquième module sera comprendre la décentralisation et l'interaction du citoyen avec le conseil municipal. Et le dernier jour, qui est le samedi, comprendre le code électoral et l'implication du citoyen dans les élections. Dans les élections. Voilà donc en quelque sorte les modules qui seront abordés. Et qui sont ces jeunes-là que vous invitez donc à cet atelier? Oui, les jeunes qui seront à ces différents ateliers sur les 6 jours, ce sont d'abord les jeunes de l'association elle-même qui doivent forcément être bien outillés pour mener à bien leur combat. Et il y a aussi les jeunes de toute association, organisation de jeunes. On peut parler de la JCI, on peut parler de AISEC, on peut parler des Rotarac, l'organe consultatif de la jeunesse. Un panel d'associations de jeunes qui quand même vont envoyer leurs représentants pour pouvoir se faire former. Et j'allais ajouter que ces jeunes-là qui seront formés ont pour devoir de relayer la formation. L'information ou les différentes notions que ces jeunes-là vont acquérir durant ces 6 jours-là, ils ont pour obligation de les relayer chacun dans son milieu ou du moins dans sa ville natale à 10 autres jeunes. Donc c'est un grand événement, c'est une grande initiative qui va quand même impacter plus de 1000 ou 2000, 5000. Pourquoi pas? Parce que déjà la formation, même l'atelier même, va réunir environ 1000. Alors, l'objectif, c'est quoi? L'objectif à la fin, et les résultats attendus à la fin, c'est qu'au bout de la formation, les participants doivent avoir cerné le contenu de la Constitution du Bénin, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et les diverses manières par lesquelles le citoyen peut interagir avec la Cour constitutionnelle. Ça rejoint un peu le premier module. Et au second point, nous avons la fonction présidentielle, la fonction ministérielle et le fonctionnement du pouvoir exécutif et celui du Conseil des ministres, ainsi que les diverses manières par lesquelles le citoyen peut interagir avec le président de la République du Bénin et son gouvernement. Le troisième point, il faut aussi dire que le rôle et le fonctionnement du pouvoir législatif et les diverses manières par lesquelles le citoyen peut interagir avec l'Assemblée nationale seront élucidés. En quatrième point, on a l'organisation judiciaire et le fonctionnement de la juridiction, l'organisation et le fonctionnement justice administrative, judiciaire et financière et les diverses manières par lesquelles le citoyen peut interagir avec les cours et les tribunaux. Alors, les jeunes viendront apprendre, c'est vrai, mais
est-ce qu'ils n'auront pas également l'occasion d'exprimer peut-être leurs difficultés? Parce que c'est vrai, la majeure partie, vous l'avez dit tout à l'heure, ne maîtrise vraiment pas, ne comprend en réalité pas les paramètres liés à un système démocratique, parlant bien sûr du développement, pour savoir comment participer vraiment au développement de leur communauté. Est-ce que ce n'est pas également une occasion de recueillir leurs difficultés pour cette minorité-là au sein de la jeunesse qui tente quand même de participer un tant soit peu au développement de leur communauté? Bien évidemment, il faudrait dire que tout part de là, parce que nous avons constaté tout simplement que la jeunesse béninoise, c'est une jeunesse ambitieuse. Ça, il faudrait l'avouer. Et quand vous entendez les jeunes, comme moi, d'ailleurs, comme vous, et béninois, qui parlent de la chose politique, vous vous demandez, mais écoutez, il y a de l'avenir là. Seulement que lorsqu'on entend d'une manière ou d'une autre, de façon lucide pour quelqu'un, quand vous entendez ces jeunes-là, vous voyez que ce sont des personnes qui ont envie quand même d'aller au-delà des choses, mais pour qui il manque quelque chose. Donc ce quelque chose-là, c'est ce quelque chose-là que vient combler à des mots en réalité. Donc c'est vrai, nous allons quand même pas choisir des gens au hasard. Déjà dans les critères de sélection, nous avons pu dire que ce sont des jeunes qui quand même exécutent des activités communautaires déjà, qui participent à la vie politique ou à la vie associative, sociale de leur communauté, qui viendront maintenant recueillir dans leur moulin, si je peux le dire, des notions élucidées par des experts. Par des experts. Alors, vous êtes quand même chargé de programme Business Entrepreneurship au niveau, bien sûr, de cette association. Est-ce que les jeunes qui sont dans le business, qui ont leurs entreprises, qui font vraiment du business, est-ce qu'ils ne sont pas également appelés à participer à ces ateliers-là, savoir en réalité comment un État démocratique fonctionne par rapport à le business? Oui, bien évidemment. Il faut dire que, tel que je l'ai dit, le maximum de jeunesse possible va participer à cela, et ces jeunes-là qui vont participer à cela auront pour devoir de former aussi 10 après. Et lorsque vous revenez au business, le domaine qui me concerne, il faut dire qu'on ne peut pas faire du business sans avoir des connaissances, par exemple sur les mesures juridiques et ainsi de suite qui régissent notre secteur. Conséquence, lorsque vous avez votre entreprise et qu'à un moment donné, ça ballotte, il fallait quand même se rappeler ou bien se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je respecte les normes juridiques de mon pays? Si les normes juridiques d'une manière ou d'une autre ne fonctionnent pas tel que cela se doit, vous êtes quand même appelé, vous êtes capable de rédiger une saisine pour pouvoir quand même saisir soit la Cour constitutionnelle, soit la présidence, soit comment on appelle ça, l'Assemblée nationale. C'est un peu ça. Donc, je crois quand même il faut comprendre tout ça là. Il faut comprendre tout cela. Même quand on est dans l'entrepreneuriat, même quand on est dans le business, qu'on soit dans les associations de jeunesse, dans le social également. Bien sûr. Tout le monde, tous les jeunes, toutes catégories confondues, sont donc invités donc à participer à cet atelier-là. Merci beaucoup à vous et à comprendre en réalité ce que c'est qu'un atelier, ce que c'est qu'un système démocratique. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup à vous d'être venus à nous. Bien des choses à tous les membres du BYAA qui certainement nous suivent déjà ce soir. Bonsoir à vous. Merci beaucoup également à vous, Benito. Et à très bientôt. Merci, un plaisir de revenir. À très bientôt. En tout cas, nous serons sur les ateliers de la démocratie. Merci. Allez, nous allons continuer avec vous, chers téléspectateurs, sur ce grand rendez-vous. On va se retrouver dans notre palais de la culture. Aujourd'hui, il sera question de parler de vente de musique en ligne, mais comment est-ce que les droits d'auteur se gèrent dans ce concept de vente de musique en ligne? On va répondre à la question. C'est Horizon Culture. Alors, nous parlons droit d'auteur, mais dans un concept nouveau en matière de distribution d'œuvres artistiques. Il s'agit bien sûr de la musique, vente de la musique en ligne, gestion des droits d'auteur. Comment ça se passe? On va répondre à cette question dans un instant. On suit d'abord cet élément réalisé par Yasmine Damata qui nous présente ce concept de vente de musique en ligne. Regardez.
toutes les chansons qui sortent n'ont pas d'identifiant. Donc, quand on joue sur ces chaînes de télé ou ces radios, et ça rapporte rien. Chaque année, des milliers de chansons s'offrent au public. Avec l'avènement du format MP3, la diffusion des sons devient plus facile. Avec Internet, l'artiste peut toucher des milliers d'audimates et par la même occasion se faire de l'argent. Juste le produit MP3 que vous envoyez en ligne, donc il n'y a pas de support à ajouter, vous dépensez moins et vous gagnez beaucoup plus. Donc la vente en ligne, je pense que c'est le commerce je dirais pas du futur parce qu'on est déjà dans le futur. C'est le commerce actuel, c'est dans ça qu'il faut se mettre. Donc toutes les personnes qui hésitent encore, je pense qu'elles perdent beaucoup de choses. Quand l'artiste met sa chanson en ligne, l'artiste a une présentation en temps réel de ses royalties, c'est-à-dire que quand c'est déjà défini au niveau des plateformes comme iTunes, comme YouTube, Vevo, toutes ces plateformes, de façon systématique au niveau de nos ordinateurs, il a la possibilité de voir en temps réel qu'est-ce qu'il gagne, qui achète quoi, où est-ce qu'on achète. Et c'est pas seulement acheter l'album, il y a aussi ce qu'on appelle le streaming, c'est le fait d'écouter cette chanson peut lui rapporter de l'argent. La qualité que vous pouvez avoir sur les sites de téléchargement, ça peut être meilleur, parce que déjà un CD c'est une qualité de 44, 100, je parle un peu technique en termes d'échantillonnage, 16 bits, alors que vous pouvez avoir des sons haute définition sur les plateformes comme HD Tracks où vous pouvez avoir des sons achetés en haute définition. Pour y parvenir, l'artiste doit accepter les clauses du site hébergeur. À Volume Cup, un contrat en bonne et due forme est lu et accepté par l'artiste avant diffusion. Quand vous mettez votre chanson en ligne, évidemment, après les ventes, Volume Cup reverse à l'artiste les parts qui lui reviennent. Maintenant, c'est dans le contrat, c'est stipulé dans le contrat qu'il y a entre l'artiste ou le producteur de la chanson et Volume Cup. Donc exactement le pourcentage qui est dans le contrat, on reverse à l'artiste. Mais quoi qu'il en soit, l'artiste gagne beaucoup plus que Volume Cup. Vous allez vers les personnes qui ont leur site internet et ils vous soumettent bien sûr un formulaire qui est une sorte de contrat de prestation de service. Eux, ils vendent votre son pour vous, votre instrumental ou votre son pour vous. Ils ont leur contrepartie, vous avez aussi votre contrepartie et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Très développé sous d'autres cieux, au Bénin, peu de musiciens font recours à la vente en ligne de leurs chansons. Pour certains, ce serait de l'ignorance, mais pour d'autres, l'option gratuite serait l'idéal. On a constaté tout de suite que c'est quelque chose qui les chasse, parce que quand il vient, il va payer 20 000 pour mettre sa chanson en ligne. Donc ça peut pas être gratuit. Bon, eux, la plupart du temps, ils veulent que ça soit gratuit. Et les artistes aussi ne sont pas toujours structurés, c'est-à-dire c'est des gens qui, la plupart, n'ont pas de manager, ils ont des coursiers. Quand on met une chanson gratuitement, l'artiste ne gagne rien. Il ne gagne rien du tout. Le principal modèle économique sur lequel se fonde la majorité des artistes, c'est-à-dire ils mettent la chanson en téléchargement gratuit et dès qu'ils ont suffisamment de popularité, ils espèrent rentabiliser avec les spectacles. Bon, mais là, ce système, ça fonctionne pour très peu, vraiment très peu d'artistes. En plateau, on retrouve Prudence Tossa. Il est promoteur de la plateforme de vente de musique en ligne Volume Cup. Oui, bonsoir. Volume.com, c'est ça. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Ah oui, c'est vrai que ça doit être en train d'acheter beaucoup déjà sur votre site actuellement. Mais est-ce qu'on peut dire en réalité que vous remplacez les éditeurs dans le système traditionnel de distribution de disques? Oui, on peut dire ça parce que depuis un moment, nous avons constaté que la vente de CD a complètement disparu. Donc, et nous, à l'heure actuelle, nous tendons beaucoup plus vers le numérique. Donc, c'est en fonction de tout ça, nous avons pensé qu'on peut également vendre la musique en ligne avec du numérique et les gens pourront payer. Pourront payer. Est-ce que les gens achètent réellement cette musique en ligne? Oui, les gens achètent. Ils ont déjà commencé. La musique béninoise? Oui. Certes, ce n'est pas encore ce qu'on espère, mais les ventes ont déjà commencé. Les ventes ont commencé. Oui. Et comment vous ferez pour les mettre au courant de la disponibilité de cette musique en ligne? Déjà, il faut dire que nous avons lancé ça en 2013. OK. En 2013, quand nous avons lancé, nous avons eu à contacter quelques artistes donc, qui nous ont fait confiance et qui sont venus vers nous.
Donc, en 2018, récemment, nous avons amélioré le système. Nous avons rendu le système beaucoup plus accessible au public, aux fans de ces artistes-là. Donc, nous allons vers les artistes et nous leur proposons de vendre leur musique en ligne chez nous. OK. Donc, c'est comme ça se passe. Oui. Alors, maintenant, les droits d'auteur, comment ça se gère? Hier, j'en parlais avec quelqu'un qui est également dans le secteur, qui nous disait en réalité que c'est impossible aujourd'hui d'aller acheter une musique en ligne et, par exemple, de le mettre sur une autre plateforme en téléchargement, que c'est pas possible, que cela est illégal en réalité. En effet, et la distribution de musique gratuite sur Internet est normalement illégale. Dans d'autres pays, la musique, ça se vend. Il faut dire que nous avons oublié que la musique, elle est payante en réalité. Donc, quand nous contactons un artiste, quand un artiste nous contacte pour mettre sa musique en ligne, en vente en ligne chez nous, d'abord, dans notre contrat, il est stipulé que l'artiste n'a plus le droit de mettre la même chanson en téléchargement gratuit sur un autre site de musique. Ah, il peut mettre en téléchargement, mais en vente. En vente. Donc, il peut aller mettre sur les sites européens que nous connaissons d'habitude, iTunes et autres, mais cette musique ne doit plus être en téléchargement gratuit sur un autre site de musique. De musique. Oui. Oh, OK. Donc, c'est comme ça. Et si, il ne doit pas mettre en téléchargement gratuit, c'est vrai. Hein? Alors, quand on vend ces œuvres, oui. Comment est-ce que l'artiste arrive à rentrer en possession de ces fonds? Comment ça se passe? Comment ça marche? D'abord, quand l'artiste nous remet sa musique pour la vente, nous lui remettons un contrat qu'elle signe. Okay. Et généralement, l'artiste prend la majeure partie des pourcentages. Mais non. Dès qu'il est avec nous, il a un compte. Et il est le seul à avoir accès à ce compte. Il a un utilisateur, un mot de passe pour vérifier ses ventes. Les utilisateurs avec leur identifiant qui ont payé sa musique et la date des différents achats. Donc, il contrôle tout ça. Et à la fin, ça dépend. Ça peut être mensuel comme trimestriel. C'est à lui de choisir dans le contrat et il prend ses droits à la fin du mois ou bien après 3 mois. Après 3 mois? Oui, c'est lui qui choisit. Alors, est-ce que c'est un système régi par des tests au Bénin? Comment vous arrivez légalement, parce que vous établissez des contrats, c'est sur quelle base ça se passe? Faut dire d'abord que la vente numérique n'a pas encore, comment je dirais, nous n'avons pas encore... Nous sommes allés vers le BBDRA, par exemple. Donc, voilà. Les sons en numérique ne sont pas encore... Généralement, quand il y a les CD, je prends l'exemple des CD, les artistes peuvent aller... acheter des timbres. Oui, des timbres pour ça. Pour ça, au mais BBDRA. on n'a pas encore de timbres pour le numérique. Nous sommes d'accord. OK. Nous n'avons pas encore de timbres. Est-ce que ça existe dans les autres pays où il y a, par exemple, la SACEM qui... Justement, la SACEM, dont les artistes européens ont la possibilité de s'enregistrer à la SACEM. OK. Donc, c'est à peu près, c'est un peu ce que le BBDRA fait ici, mais pas avec le numérique. Pas avec le numérique. Non, pas encore avec le numérique, parce que nous sommes renseignés sur ça. Oh, OK. Et donc, comme le BBDRA vous donne libre droit de mener vos activités. Il faut dire d'abord que c'est l'artiste qui donne d'abord le droit de diffuser sa musique, parce que c'est lui c'est lui le premier responsable de sa musique, en fait. De sa musique. Oui. Oh, OK. Et donc, vous pouvez diffuser, une fois que vous avez la carte blanche de l'artiste. Dès que nous avons l'accord de l'artiste, nous pouvons le diffuser. Mais toutefois, nous contrôlons d'abord s'il est enregistré au BBDRA pour savoir les dispositions à prendre. Les dispositions à prendre. Et quelles sont les dispositions que vous prenez avec le BBDRA? Non, justement, dès qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de disposition. Non. En tout cas, on viendra beaucoup plus en détail sur la gestion des droits d'auteur et aussi le système de paiement. Comment est-ce que vous arrivez à entrer
en possession des sous après donc téléchargement de ces œuvres-là. On va revenir à tout ça dans un instant. Pour le moment, il est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. Nadège Sani déjà en place. Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir. Cotonou, capitale des sciences, des chiffres et des lettres, depuis hier se tient la conférence africaine de la Société d'économétrie à laquelle prennent part des experts internationaux. Comment dynamiser l'administration béninoise? C'est une préoccupation qui tient à cœur aux acteurs qui sont déterminés à endiguer le fléau. Interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables à l'université d'Abomey-Calavi est dans la dynamique depuis 3 ans, donc bien avant le vote de la loi. Que retenir de cette mesure prise par les autorités rectorales? Les réponses dans ce journal. Et on démarre par cette science qui est au service du développement. Il s'agit de l'économétrie. Il existe en Afrique la Société d'économétrie, une société internationale qui contribue à l'avancement de la théorie économique dans sa relation avec les statistiques et les mathématiques. Des spécialistes de la question sont réunis à Cotonou pour mieux édifier et mettre leur savoir-faire au service du développement et surtout du secteur du tourisme du Bénin. C'est quoi l'économétrie? À quoi peut-elle servir? Les précisions dans ce reportage de Igor Ayoso et Rodrigue Babagbeto. C'est une rencontre qui constitue une occasion de porter le monde académique béninois sur l'échiquier international. Sommité mondial du monde économique se penche sur l'état de la recherche en économie en Afrique. Il s'agit de la réunion Afrique de la Société économétrique mondiale. Il faut dire que l'objectif le plus important de cette conférence, c'est vraiment de promouvoir l'utilisation des mathématiques, la statistique en économie, parce que de plus en plus, la complexité de la vie économique, la nécessité de faire des prévisions et de concevoir des modèles de développement qui sont propres ou qui tiennent compte des réalités donc, du terrain, ça nécessite de plus en plus les outils d'analyse les plus avancés que sont les mathématiques et la statistique. Au menu des échanges, plusieurs thématiques, au nombre desquelles l'inclusion financière, l'agriculture et le développement, les techniques mathématiques d'analyse économique. Les mathématiques, ce n'est pas l'algèbre avancée, ce n'est pas la topologie mathématique nécessairement. La mathématique, c'est d'abord le recours à la logique, le recours à la rigueur. Lorsqu'on veut intervenir sur les grands débats économiques et également lorsqu'on veut prendre des décisions et lorsqu'on veut concevoir de nouvelles politiques. Il y a 2 sortes de faire l'économie. Il y a le bavardage où on a quelques intuitions, quelques idées, idées reçues, des expériences d'autres cieux qu'on répète. Mais il y a une discipline émergente qui est la science économique moderne où on ne conçoit pas sans avoir décrit avec la statistique les réalités qu'on vit. Et cette discipline doit être connue de tous les gouvernants selon les participants à cette conférence. Pour ceux-ci, bientôt plus de rapports non vérifiés et on peut s'en réjouir. Vous entendez rapport de ci, rapport de ça, mais parfois ça ne reflète pas la réalité. Et vous avez ce discours populaire et vous avez ce discours donc des politiques. Et donc entre les deux, il faut forcément que les scientifiques aujourd'hui se réunissent et nous disent véritablement quel est le discours qui puisse passer. Quel est aujourd'hui celui qui dit la vérité? Tout ça aujourd'hui, nous avons désormais le répondant. C'est les économètres qui aujourd'hui donc de plus en plus s'engagent dans un combat que je peux appeler un combat noble. Et donc c'est à l'actif de l'Afrique. Après Alger en 2017 et Cotonou cette année, la prochaine édition de la conférence est prévue pour se tenir à Rabat au Maroc en 2019.
Créer une administration publique forte capable de booster le développement, c'est l'idéal que veulent atteindre les autorités béninoises. À cet effet, le groupe thématique Réforme administrative, fonction publique et lutte contre la corruption a tenu ce jeudi sa première rencontre depuis 2016 à Cotonou. Il s'est agi pour les participants de définir les bases pour un meilleur futur du secteur. L'accent a été mis surtout sur la lutte contre la corruption, gage d'une administration publique performante. Edmond Humbo, Amandine Anyamboussou. Le Bénin occupe, selon une étude publiée en 2017, le 85e rang au plan mondial avec un score chiffré à 39 en matière de lutte contre la corruption. Le chemin à parcourir est encore long et nécessite l'accompagnement de tous pour lutter efficacement contre ce fléau. Les partenaires techniques et financiers, je me permets de vous remercier pour nous accompagner, non pas seulement au point de vue financier ni ressources matérielles, mais également et surtout au point de vue des bonnes pratiques qui se font dans d'autres pays, sous d'autres cieux, pour permettre à ce que la bonne gouvernance soit au rendez-vous au Bénin et que la lutte contre la corruption soit une réalité. La mise en œuvre des réformes et la modernisation de l'administration publique passent par la lutte contre la corruption. Et pour y arriver, il est important de réorienter les stratégies afin de répondre aux attentes des usagers. Lorsque souffle le vent de la mutation, certains construisent des murs, d'autres des moulins à vent. C'est dire qu'il nous revient conjointement, gouvernement et partenaires techniques et financiers, de trouver les options qui sont les plus appropriées, les plus adaptées pour maximiser nos efforts en faveur de la réforme administrative et institutionnelle, de la réforme de la fonction publique et de la lutte contre la corruption. Ces options exigent le respect d'un certain nombre de principes de réforme, tels que la globalité qui fait appel à un seul centre d'impulsion, la transversalité par laquelle la réforme s'impose à toutes les structures administratives, la cohérence interne et externe adaptée à l'environnement, la progressivité des changements faisant appel à la patience chez les usagers de l'administration. Des défis majeurs se posent encore au secteur de l'administration publique. Le groupe thématique Réforme administrative, fonction publique et lutte contre la corruption a pour obligation de coordonner les actions afin de moderniser la gestion des ressources humaines de l'État et promouvoir la culture de bonne gouvernance et des valeurs citoyennes. L'usage des sachets non biodégradables sur le campus d'Abomey-Calavi est interdit il y a presque 3 ans. Une interdiction aujourd'hui renforcée par le vote et la promulgation d'une loi sur ce nouveau changement des habitudes. Clotaire Awekou et Donatien Falola étaient sur le campus d'Abomey-Calavi pour apprécier l'effectivité de ce nouveau mode de vie. C'est un client qui a amené ça pour payer Baobab dedans. C'est biodégradable. Le campus d'Abomey-Calavi se veut avant-gardiste dans l'interdiction de l'usage des sachets plastiques. Un avant-gardisme renforcé par le vote et la promulgation d'une loi sur ce sujet d'assainissement de notre cadre de vie. Il ne fut pas si longtemps, l'université était dirigée par un agronome, le recteur Saint-Saint, qui est très sensible au cadre de vie, à l'écologie et qui a très tôt perçu l'importance d'éradiquer les sachets plastiques de notre environnement, de notre écosystème. Ce qui a été fait. Aujourd'hui, c'est presque entré dans les mœurs à l'université. Si vous allez au niveau des centres commerciaux, vous constaterez qu'on ne vend plus dans les sachets plastiques noirs ou de couleur blanche, mais nous utilisons des biodégradables. Donc, nous remercions le gouvernement d'avoir compris qu'elle doit suivre son université et que là où les intellectuels sont inspirés, il faut que les politiques aussi sachent les accompagner. Vous savez, les habitudes dans la vie dure, on ne peut pas changer du jour au lendemain, mais il faut dire que globalement, c'est un défi qui est en passe d'être gagné, relevé à l'université d'Abomey-Calavi. Une révolution dans le mode de vie des usagers qui donne ici le assentiment presque total dans ce changement des habitudes. Par rapport aux sachets qui étaient sur le terrain, vous savez que c'est nuisible parce que c'est venu du pétrole et puis ça ne rend pas un grand service au corps.
à notre organisme. Donc par rapport à ceci, bon, je dirais que ceci est cher, mais ça préserve la santé. Donc c'est tout. Non, c'est une bonne chose, d'autant plus que les sachets sont des ordures qui embêtent beaucoup. Et sur le campus ici, nous n'utilisons plus ces sachets et c'est des papiers que nous utilisons. On est déjà habitués. Parce que si on vous a interdit quelque chose de ne pas faire, là, il faut laisser. Moi, je suis content de ça. Parce que ça pollue l'environnement. De ce fait, l'Université d'Abomey Calavi, au-delà de son rôle de formation des élèves de notre pays, reste un cadre idéal d'immersion pour appliquer à bon escient cette nouvelle loi sur l'interdiction des sachets non biodégradables sur notre territoire. Le mondial Russie 2018 tend vers sa fin pourtant mercredi dernier lors de la seconde demi-finale qui a opposé l'Angleterre à la Croatie. Les artisans du centre de promotion de l'artisanat se sont montrés indifférents à cet événement. Quel regard portent ces artisans sur la Coupe du Monde Russie 2018? Suivant ce reportage que nous propose Marcel Fondi. Mercredi 11 juillet 2018, il est 20h30. Ici, nous sommes au centre de promotion de l'artisanat où nous lisons une silence au cimetière. Pendant que la Croatie et l'Angleterre se disputent la place de la finale du Mondial 2018, les artisans du CPA se voient préoccupés par le travail. Moi, je préfère prendre mon temps pour pouvoir travailler, au lieu de laisser mon travail pour aller s'occuper du match. Bon, je n'ai pas le temps de se déplacer pour aller suivre un match, mais je le suis à la radio. Saïdou Soumanou, quant à lui, est un fan du cuiron. Mais compte tenu d'une urgence au boulot, il ne suit pas le match. J'ai un travail d'urgence. Quand je viens de terminer, donc la deuxième partie, je vais regarder. J'ai vu que la France a essayé de rentrer jusqu'au final. Bon, et j'espère que peut-être la France va prendre la Coupe 2018. Dans ce restaurant, les matchs sont projetés sur écran géant. Malgré ce fait, les artisans sont indifférents à suivre les rencontres de la Coupe du Monde. Noël Awaïon, gérant du restaurant, explique la situation. Bon, on ne comprend pas. Hier, par exemple, il y avait le match de la France, on avait plus de monde que ça. Aujourd'hui, il y a moins de monde. Qu'est-ce qu'il peut expliquer? Je ne saurais trop le dire, je ne saurais trop me mettre à la place des gens. C'est peut-être la morosité économique qui fait que les gens ne se sont pas déplacés aujourd'hui. Bon, écoutez, moi, le football et moi, c'est pas la lune de miel. Je regarde les matchs en pointillé et quand il y a une action, d'éclat, tout le monde crie, je regarde ce qui s'est passé. Si la Coupe du Monde est un événement pour certains, les artisans du centre de promotion de l'artisanat préfèrent s'atteler à leur travail au détriment de tout autre plaisir. Le constructeur portugais Mota Engil Africa envisage de lancer plusieurs projets d'infrastructures au Nigeria pour un montant total d'environ 1,8 milliard de dollars, soit environ 900 milliards de francs CFA. Selon le directeur général de l'entreprise Manuel Antonio Mota, ces projets s'inscrivent dans une stratégie de conquête du marché africain qui avait déjà poussé l'entreprise à s'installer dans 14 autres pays africains. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Oui, et le programme en cours, c'est bien évidemment le grand rendez-vous. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation du journal. On revient en plateau avec Prudence Tossa, qui est donc promoteur de plateforme de vente de musique en ligne, Volon.com. Bonsoir. On se retrouve une fois encore. Vous nous parliez entre-temps, bien sûr, de comment vous arrivez donc à collaborer et avec le BBDA et avec les artistes. Exactement. Pour qu'il n'y ait pas de problème en matière de droits d'auteur et tout. Mais le problème qu'on remarque au Bénin, particulièrement lié bien sûr à la vente en ligne de façon générale, oui, c'est le système de paiement. Comment est-ce que vous arrivez à entrer en possession des sous liés au téléchargement de ces œuvres artistiques? Exactement. Le problème majeur que nous rencontrons généralement dans la vente en ligne, c'est le moyen de
le moyen de paiement. Donc, ensemble, nous avons réfléchi avec l'équipe et bon, on s'est dit pourquoi pas, nous n'allons pas utiliser le service de MTN Mobile Money pour faciliter les paiements, puisque c'est le service qui est utilisé actuellement. Donc, vous ne prenez pas les réseaux sociaux, on ne va pas faire de la publicité. Vous prenez donc pas les téléphonie mobile, pas les réseaux de téléphonie mobile, voilà. Pas le système de transfert d'argent et tout. Donc, nous passons par là. Quand l'utilisateur vient sur le site, il choisit juste la musique qu'il veut acheter. Dès qu'il choisit la musique, il met son numéro, il choisit le montant de la recharge qu'il veut payer. Et puis, ça lui demande juste son code. Et il met son code et ça lui prélève l'argent. L'argent, oui. Oh, OK. Et c'est uniquement au Bénin que ça se fait comme ça, où les gens même à l'extérieur peuvent également acheter, arrivent à acheter? Les gens de l'extérieur n'arrivent pas encore à acheter parce que nous allons faire le système par carte bancaire. Okay. Donc, ils pourront prélever et ils pourront payer avec leur carte Visa payée sur le site. Avant, le système était disponible, mais nous avons enlevé ça pour le moment pour pouvoir faciliter à ceux qui sont ici d'abord de payer. Puisque nous distribuons de la musique de chez nous. Et à la longue, nous allons faire des partenariats avec d'autres réseaux pour pouvoir permettre à d'autres qui sont dans d'autres pays de pouvoir accéder à la musique. Parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui sont à l'extérieur, qui aimeraient quand même écouter de la musique, béninoise oui. Et tout ça, je pense que élargir le système de paiement à eux ferait que les artistes béninois également pourront avoir plus de revenus. Exactement. Il faut dire aussi que c'est une première, puisqu'il n'y a pas encore un système de vente en ligne au Bénin. Oui. Bon, je dirais même en Afrique de l'Ouest, il n'y en a pas encore. Alors, en matière de pourcentage, combien est destiné à l'artiste? Combien gagne votre plateforme, par exemple, si on doit prendre le cas de votre plateforme? Nous allons parler de pourcentage. De pourcentage, oui. Bon, en matière de pourcentage, notre plateforme gagne 40% et l'artiste gagne 60%. 60%. Oui. Ah oui, c'est un contrat de 40-60. Oui, de 40-60. Oh, OK. L'artiste gagne beaucoup plus que la plateforme. Plus que la plateforme. Il y a eu également un problème, puisque vous nous aviez dit au début, bien sûr, de cet entretien, que vous remplacez dans le système analogique ceux qu'on appelait les éditeurs, c'est-à-dire ceux qui multiplient les CD, qui les vendent, qui les distribuent. En réalité, mais, le problème qui s'opposait avec ceux-là, c'est qu'il y avait certains de ces éditeurs-là qui vendaient les œuvres des artistes et qui les remplacent en attendant que les artistes n'arrivent, qui leur disent écoutez, je n'ai pas pu vendre tes œuvres, tous tes CD sont encore là, alors que ça a été vendu et remplacé en quelque sorte. Est-ce que les artistes arrivent à suivre les ventes que vous faites à travers sur votre plateforme? Comme je l'ai dit au départ, je disais, dès que l'artiste met sa chanson en vente chez nous, il a un compte. Que Voluncorp lui crée un compte d'utilisateur et c'est l'artiste uniquement qui a le droit de voir. Okay. Donc, il suit ses ventes automatiquement. Dès que le son est en vente, il prend le nom d'utilisateur, le mot de passe, il se connecte, il voit l'utilisateur qui a payé la chanson, l'heure à laquelle est l'identifiant de l'utilisateur. Ah oui, comme quoi tout est clair, il y a la transparence dans tout clair, ça. Avec, tout est clair. Est-ce qu'on peut dire que c'est mieux de vendre sa musique en ligne ou ses œuvres en ligne? Je ne dirais pas que c'est mieux de vendre sa musique en ligne parce que la musique, d'abord, la musique, elle est distribuée, mais la musique, elle n'est pas gratuite. L'artiste doit se nourrir de son art. Voilà. Nous n'allons pas quand même attendre des concerts pour que les artistes aient de petits cachets et tout. Et nous n'avons pas assez de concerts au Bénin, disons la vérité. Il y a des artistes qui sont là, mais qui font 5 ans, qui n'arrivent même pas à rentabiliser ce qu'ils font. Mais c'est eux qui sortent l'argent de leur poche, qui vont au studio, et ils payent les beatmakers, les arrangeurs de son et tout. Ils payent pour la promotion sur les radios, les clips à la télévision et tout, mais ils n'arrivent pas à rentabiliser. Donc c'est ce qui nous a poussé le plus à aller vers la distribution
la vente en ligne. La vente en ligne. Merci beaucoup à vous, Prudence Tossa. Je rappelle que vous êtes promoteur de plateforme de vente de musique en ligne, volon.com. Vol1corps.com. Ah, ok. Merci beaucoup, en tout cas, de nous le rappeler, tout simplement. On va se retrouver très prochainement, toujours pour continuer de parler de ce concept, cette nouveauté, cette révolution numérique qui démontre en tout cas son efficacité en matière de distribution d'œuvres artistiques. Merci beaucoup en tout cas pour cette initiative. La suite du grand rendez-vous, ce sera sur la toile, puisqu'on parlait de vente en ligne. C'est tout à fait une bonne transition pour suivre, bien sûr, Marcel Betoro et Christelle Arbangla sur l'ActuWeb. Amis du web, bonsoir. Démarrons cette revue par une nouvelle qui va réjouir plus d'un. Vacances sans grossesse, c'est l'initiative que vient de lancer le coordonnateur des agences du système des Nations Unies, Siaka Coulibaly, au cours de la Journée mondiale de la population à Lokossa, célébrée le 11 juillet dernier. Une action qui permettra de lutter contre les grossesses précoces des apprenants pendant les vacances. Selon les explications du Dr Siaka Coulibaly, Vacances sans grossesse est une initiative onusienne qui englobe des campagnes d'information et de sensibilisation, de causeries, de messages sur les réseaux sociaux, sur la sexualité juvénile, d'émissions et de jeux radiophoniques. Cette action vise à promouvoir une sexualité responsable, sans danger, et va se dérouler tout au long des prochaines vacances. Pour le coordonnateur, même si Vacances sans grossesse ne pourra pas éradiquer définitivement les grossesses précoces, elle va freiner le développement de ce phénomène. Autre actualité sur la toile, le futur TGV marocain, première ligne à grande vitesse d'Afrique, qui entrera en service fin 2018, a été baptisé par le roi du Maroc, Mohamed VI Al Borak, en référence à une fantastique monture ailée, a indiqué l'Office national des chemins de fer, ONCF. Ce nom Al Borak, issu de la tradition islamique, évoque la rapidité et le voyage selon l'Office. Facilement mémorisable, il traduit le sens et les valeurs culturellement fortes portées par un projet ambitieux et colossal. Le train d'essai conduit par un cheminot marocain a atteint la vitesse de 357 km/h entre Tanger Nord et Kénitra Ouest, établissant ainsi le record de vitesse sur des lignes ferroviaires au sein du continent africain. L'offre commerciale, elle, est en cours de finalisation en vue de l'entrée en exploitation commerciale du projet au dernier trimestre 2018, a souligné l'établissement public marocain. Le coût total financé à 50% par la France via différents prêts représente 22,9 milliards de dirhams, soit environ 2 milliards d'euros selon les derniers chiffres de l'ONCF. La ligne à grande vitesse permettra de relier la capitale économique Casablanca et le pôle maritime de Tanger via la capitale administrative Rabat en un peu plus de 2 heures, contre presque 5 heures d'habitude. Finissons par les réseaux sociaux. YouTube lance un nouvel outil contre le vol de vidéos. Parmi les nombreuses démarches de YouTube pour faire valoir les droits de copyright, la plateforme annonce aujourd'hui un nouvel outil. Afin de lutter contre les vols de vidéos, YouTube lance l'outil Copyright Match. Le service a été conçu pour repérer les images d'un contenu mis en ligne sur des chaînes autres que celles d'origine. Une fois une vidéo chargée sur la plateforme, YouTube analyse les autres contenus en ligne pour détecter des éventuelles similitudes. Si l'algorithme repère des images similaires, il en informera l'utilisateur qui pourra ensuite décider s'il souhaite entrer en contact avec le posteur de la vidéo, demander à YouTube de retirer la vidéo ou simplement ne rien faire. Copyright Match sera déployé prochainement pour les chaînes possédant plus de 100 abonnés. Les créateurs plus modestes du YouTube partenaire programme auront l'outil à disposition dans les prochains mois. Ainsi se referme la dernière revue de web de cette semaine. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci donc à Femi Agbangla pour la collecte d'infos
que vous avez donc découvert à travers l'actu web présenté par Marcel Betoro. Et ça, c'est pour ce soir. Pour demain matin, voici la météo. C'était la météo, un clap de fin de cette édition du Grand Rendez-vous, la dernière édition pour le compte de cette semaine. Là, à partir de lundi, on va se retrouver pour un package de 5 autres numéros. Passez une très bonne soirée sur BB24. Ciao, ciao.